Manuel Abramovich, ici à ma droite, que je remercie très vivement d'avoir accepté au pied levé de remplacer Stéphane François, qui malheureusement s'est trouvé empêché de venir à notre colloque. Alors pour présenter brièvement Manuel Abramovich, il est journaliste indépendant, il est coordinateur depuis 1997, si je ne me trompe, de Résistance.be, qui est un web journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite. Il est l'auteur, entre autres, du livre « Extrême droite et antisémitisme en Belgique de 1945 à nos jours », paru en 1993 aux éditions Vie ouvrière, ainsi qu'un guide des résistances à l'extrême droite, publié en 2005. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'apporter d'autres publications, mais voilà, donc en tout cas, je vous invite à aller consulter son site résistance.be. Manuel Abramovich a été attaché de presse au Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme. Il est actuellement professeur à la Haute École libre de Bruxelles, Ilia Prigogine, et donc nous étions collègues. Maintenant, nous le sommes encore un tout petit peu, puisque j'ai quand même gardé un petit cours à cette Haute École. Et donc, il va nous proposer une intervention intitulée « L'antisémitisme d'extrême droite, de Maurras à Dieudonné ». Je vais lui céder tout de suite la parole et peut-être je présenterai notre second intervenant par la suite. Bon, alors si je vous parle si je commence par Charles Maurras, on pense que je vais débuter mon exposé sur les années 30. Je vais très vite les zapper et directement passer à l'après-guerre. Donc ce sera essentiellement un portrait de l'extrême droite antisémite de 1945 à nos jours, essentiellement en Belgique et en France. Vous verrez que Maurras revient dans les années notamment 60 en Belgique, même s'il était déjà très présent dans les années 30 et notamment dans plusieurs universités du pays. Donc l'après-guerre, les années d'après-guerre sont les années de la condamnation évidemment du nazisme et de ses organisations par le procès de Nuremberg, l'interdiction du nazisme en Allemagne, du nazisme et de tout ce qui peut symboliser le nazisme. Et en Belgique, la répression est également sévère. C'est un des pays où elle a été le plus sévère, si je me souviens de certains ouvrages sur la question, avec l'URSS notamment au niveau des proportions. Hein. Donc pour rappel, en Belgique par exemple, il y a eu 57 000 procès qui ont été ouverts contre des inciviques, donc des collaborateurs, dont certains avaient collaboré à la presse antisémite durant l'occupation, et 53 000 condamnations ont été prononcées par les tribunaux militaires. Les derniers prisonniers de guerre ont été libérés en 1959. 242 inciviques ont été exécutés après la guerre, plus de 1500 avaient été condamnés à la peine capitale et puis graciés. Et donc on voit effectivement que la répression est importante. On en parle énormément, et notamment dans ce qu'on peut appeler, sans comparaison abusive avec la précédente, mais la propagande d'après-guerre, celle des vainqueurs, montre que la Belgique est un pays extrêmement répressif par rapport à la collaboration. Cependant, on remarque très très vite que, entre autres, dans la presse, et essentiellement dans la presse néerlandophone, nationaliste catholique de droite, et pour citer un seul journal, de Standard, qui existe toujours aujourd'hui, et qui est déjà à l'époque un des plus grands, si pas le plus grand quotidien catholique du pays, on prône dès 1949 la réhabilitation des collaborateurs, notamment pour les engager. Et donc dans le journal, c'est écrit noir sur blanc, il suffit de consulter les archives pour s'en rappeler. On appelle à la liquidation, c'est le terme, la liquidation de la répression, pour réintégrer les combattants, notamment du front de l'Est, de la Waffen-SS flamande et wallonne, et comme le mouvement est européen, de l'ensemble des légions étrangères. C'était des véritables légions étrangères qui avaient combattu dans la Waffen-SS, de les réhabiliter pour le nouveau combat contre à nouveau le même ennemi. Sur le front de l'Est, c'était l'armée rouge qui était combattue pour combattre l'Empire soviétique dans le cadre de la guerre froide. On voit aussi que pas mal de collaborateurs, si la grande masse ont été condamnés, mais en général c'est beaucoup de lacombe-luciens qui ont été condamnés, donc des petits collaborateurs, les plus gros sont passés entre les mailles du filet. Certains sont même réintégrés dans les administrations publiques, donc des personnes qui ont été
n'ont pas été des collaborateurs, mais qui ont continué la vie de tous les jours au niveau de leurs fonctions et de la fonction publique, sont non pas réhabilités, mais tout simplement réintégrés dans leurs fonctions d'avant-guerre. On voit par exemple notamment un grand, non pas un grand à l'époque, un petit à l'époque dessinateur, le père de Tintin, donc Hergé, Georges Rémy, de son vrai nom, qui va passer 2 jours à la prison de Saint-Gilles, qui sera libéré et qui ne sera plus jamais inquiété pour sa participation, on peut le dire, à la collaboration, à la propagande et à la collaboration antisémite durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans Le Soir volé. Mais d'autres, et il faut aussi rappeler que d'autres, dans les années 30, de brillants écrivains belges, et j'en citerai pas, mais vous les connaissez certainement, ou des politiciens socialistes, catholiques et libéraux, ont été responsables d'écrits antisémites pré-génocide, bien entendu, donc dans les années 30. Donc, on voit effectivement une répression importante, mais aussi certains collaborateurs qui peuvent passer entre les mailles du filet. Alors, dans les années 50, directement dans les années 50, il y a l'apparition, ce qu'on peut appeler d'un courant, un courant antisémite ou un sous-courant antisémite, qui sera le négationnisme. Alors, le négationnisme est né réellement, on va dire, au procès de Nuremberg, avec certains qui vont nier leurs crimes, mais pour éviter la cohorte, pour éviter d'être condamnés à la peine capitale. Donc ils vont nier leurs crimes, ils vont les relativiser, ou les réviser. Mais en 1948, il y a vraiment le début de ce qu'on va appeler le négationnisme, avec la publication d'un livre qui s'appelle « Nuremberg ou la terre promise » d'un écrivain français, collaborationniste pendant la guerre, beau-frère de Brasillac, qui s'appelle Maurice Bardèche. Ce livre est traduit 4 ans plus tard, en néerlandais, en Belgique, en Flandre, à Anvers, par un certain Karl Dillon, fondateur en 1978, plusieurs années plus tard, fondateur du Vlaams Blok, aujourd'hui Vlaams Belang, et toujours président d'honneur, même s'il est décédé en 2006, toujours figure historique du parti d'extrême droite flamand. Dans ces années 50, l'extrême droite antisémite va trouver également ce qu'on peut appeler un tremplin médiatique dans les colonnes de Rivarol. Rivarol est un journal français, pétainiste, qui apparaît au tout début des années 50 en France, mais qui sera très très vite diffusé en Belgique, et notamment dans ce qu'on peut appeler la mouvance belge maurassienne. Une mouvance qui existe déjà, y compris à l'université de Liège, dans des cercles étudiants, mais aussi parmi certains professeurs, chez certains écrivains de l'époque, qui va influencer notamment Léon Degrelle, qui est fortement influencé par l'Action française, de Charles Maurras. Effectivement, dans les années 50, cette mouvance va se réactiver en Belgique. C'est une mouvance essentiellement ancrée dans ce qu'on appelle la nébuleuse ou la mouvance nationale catholique. National catholique, c'est un courant de l'Église catholique, un courant politico-religieux qui préconise la cité catholique, l'instauration de la cité catholique, ça veut dire le royaume de Dieu sur terre, avec bien entendu une seule religion, le retour des frères perdus du judaïsme dans la vraie religion, le même discours à l'égard des protestants, etc. C'est un courant politique qui se revendique dans les années 50, mais de 2 dictateurs de l'époque, pas d'Amérique latine ou d'autres pays ou d'autres continents, mais de dictateurs européens que sont Salazar et Franco, qui basent leur dictature sur les préceptes des valeurs chrétiennes. Alors, cette mouvance, si elle s'influence de Charles Maurras, un petit rappel, Charles Maurras, c'est quand même, s'il fallait le résumer et s'en souvenir avec quelques mots, c'est le père fondateur de ce qu'on appelle le nationalisme intégral et de l'antisémitisme d'État. Pensé avant Auschwitz, mais par la suite, qui sera à nouveau alimenté chez ses disciples. Les années 50 et les années 60, en Belgique comme en France, fin des années 50, début des années 60, apparaît au sein de l'extrême droite un nouveau combat essentiel qui est le combat contre les décolonisations de l'Algérie française et du Congo belge, avec en Belgique un soutien actif au sein de l'extrême droite, actif aux terroristes de l'OAS, qui utilisent la Belgique comme d'autres terroristes déjà à l'époque et plus tard, la Belgique comme base arrière, mais aussi lieu d'action. Il y a, pour penser à
pour citer à nouveau l'ULB ou les universités, mais de manière positive cette fois-ci, contre certains universitaires qui participent notamment aux filières de soutien au FLN algérien. Et donc des actions terroristes sont menées ici en Belgique par l'OAS avec le soutien d'organisations terroristes. Alors une partie de l'extrême droite, et je dis bien une partie de l'extrême droite, à ce moment-là, a un tournant pro-israélien. Israël, l'État des Juifs, le foyer national juif. On voit au sein de l'extrême droite, et notamment de cette extrême droite OAS, qui est une organisation fasciste, mais dans laquelle on retrouve aussi des juifs français, militaires pour la plupart, mais français avant tout, et pas juifs avant tout, qui s'engagent et prennent Israël comme modèle, notamment de poste avancé de l'Occident contre, à l'époque, pas le djihadisme, mais contre les nationalismes arabes qui commencent à prendre corps au moment des décolonisations. Donc on voit effectivement une extrême droite à ce moment-là qui apparaît comme pro-israélienne. Les textes le démontrent, les écrits sont présents, mais on voit aussi au sein de l'extrême droite une extrême droite qui va dénoncer les indépendantistes comme étant des personnes, les Algériens et les Congolais, manipulés par un complot, il parle de complot, un communiste, un complot international communiste, mais aussi fomenté par la banque Rothschild. Et donc on voit tous les poncifs antisémites de l'époque par rapport effectivement à une banque, à une internationale juive qui serait derrière ce complot. Je reviendrai par la suite sur l'idée de ce complot juif et pourquoi ce complot juif. En 1961, retour à Charles Maurras avec la création d'une association des amis belges de Charles Maurras, non pas dans l'extrême droite la plus folklorique, ça veut dire la plus nazifiante, mais au sein du Parti national belge, un tout petit parti conservateur, catholique, monarchiste, BCBG, constitué d'avocats et autres cadres, qui va effectivement se mettre sur pied, qui va tenter de se présenter aux élections, mais qui va tenter de percer aux élections, mais sans succès. Et c'est un parti qui est présidé, donc on cherche un président pour le mettre à la tête, pour mettre un président à la tête, quelqu'un qui peut être charismatique et en tout cas unifier l'extrême droite de l'époque, et qui est le lieutenant général Emil Janssens, chef de la force publique belge au Congo, belge officiellement congolaise, mais qui fait partie, là on peut dire, d'un plan néocolonialiste et d'une présence toujours belge après l'indépendance du Congo, revient en Belgique suite à avoir dirigé la force publique, revient en Belgique et se lance en politique au sein du Parti national belge qui est tout à fait maurassien. Les années 70 va voir réapparaître à ce moment-là dans la presse d'extrême droite un antisémitisme qu'on n'avait plus connu jusque-là, un antisémitisme, ou en tout cas les termes qu'on retrouve dans cette presse-là sont des termes qui viennent directement de la presse de propagande des années 30, qu'elle soit allemande, belge ou française, et c'est notamment dans le journal Nouvelle Europe Magazine, qui s'appelle Nouvelle Europe Magazine parce qu'il est issu du journal Europe Magazine, qui est un journal sous forme de magazine, comme il y en a plusieurs après la guerre, qui est fondé après la guerre, mais avec l'aide des services de propagande anglo-saxons pour défendre l'Europe atlantiste contre l'Union soviétique. Le Nouvel Europe Magazine, dans les années 70, devient réellement à ce moment-là un journal, on peut dire, d'extrême droite. Son rédacteur en chef, Émile Le Serre, est un ancien collaborateur belge culturel. Il a écrit dans La Roue solaire, qui était le journal de la section wallonne de l'Institut culturel de la SS pendant la guerre, devient le dirigeant du Nouvel Europe Magazine, avait été par avant membre de Jeune Europe, grande organisation d'extrême droite dans les années 60. Il dirige le journal, et dans ce journal, en filigrane, donc pas de manière claire et précise, on va retrouver effectivement cet antisémitisme classique de l'extrême droite, avec des termes comme la haute finance vagabonde et anonyme, qu'on retrouve dans la propagande nazie d'avant-guerre. On va aussi retrouver des publicités pour des livres d'un certain Henri Coston, alors peu connu du grand public, mais grand théoricien, on peut même dire, parce qu'il développe des théories, ou en tout cas grand publiciste et propagandiste antisémite pendant la guerre. Il est jeune, il participe à des bulletins anti-juifs, clairement, qui s'appellent bulletins d'information anti-juifs, sous Vichy, et ensuite il est un peu
inquiété après la guerre, mais pas très longtemps. Rapidement, il continue sa propagande et c'est un spécialiste du fichage. C'est un spécialiste qui va ficher tous ces faux français qui se cachent derrière des patronymes bien français mais qui sont juifs d'origine ou qui ont des noms juifs mais qui sont totalement intégrés, voire assimilés en France, mais il va les dénoncer comme faisant partie de cette internationale juive. Donc on voit dans le NEM de la promotion. Alors le NEM, ce qui est intéressant, c'est que c'est un journal qui a un peu aidé le Front de la jeunesse, mais qui a surtout apporté son soutien à des hommes politiques, non pas d'extrême droite officiellement, mais des personnalités qui sont proches de l'extrême droite. Qu'on dit proches, c'est souvent qui sont d'extrême droite, mais on ne peut pas le dire officiellement, mais qui sont donc liés à l'extrême droite, mais qui sont membres du Parti libéral, du Parti catholique de l'époque. Et ce sont effectivement les représentants des ailes les plus réactionnaires de ces partis-là. Le Parti libéral, il ne faut pas croire que c'est un parti uniquement laïque, libéral. C'est un parti qui a un courant d'une droite musclée, catholique, conservatrice, déjà à l'époque bien présente en son sein. Donc le NEM soutient ces partis, prône l'union de la droite avec l'extrême droite, contre évidemment, vous l'aurez deviné, contre la gauche, et reste clairement antisémite. Alors, on voit le négationnisme qui continue, à ce moment-là, donc dans les années 70, mais on voit aussi une nouvelle forme, ou un nouveau paravent antisémite qui apparaît, et pour rappel, dans les années 70, l'antisémitisme qui est du racisme n'est pas encore un délit, la loi en Belgique n'est votée qu'en 81, la loi antiraciste, en France elle est votée en 1972, mais en Belgique ce n'est pas encore le cas, même si les Français se sont inspirés des travaux parlementaires belges, mais la Belgique a une longueur de retard importante sur le vote de cette loi antiraciste. Dans les années 70, l'extrême droite va déjà se lancer dans une nouvelle forme d'antisémitisme, ou en tout cas un paravent pour cacher leur antisémitisme, qui est l'antisionisme. Donc l'extrême droite devient, de manière plus générale, même s'il reste encore des gens d'extrême droite pro-sionistes, par stratégie et opportunisme, on voit apparaître un discours antisioniste au sein de l'extrême droite. Alors, c'est notamment pour l'extrême droite, c'est l'idée qui reste présente dans le NEM et Nouvelle Europe Magazine et d'autres journaux d'extrême droite, le complot juif contre l'Occident chrétien, au choix, ou contre l'Europe blanche. Donc on voit les deux termes apparaître. Et c'est déjà à l'époque, parce que maintenant les médias parlent qu'il y a une nouvelle théorie d'extrême droite qui est la théorie du grand remplacement. Donc les immigrés vont remplacer les blancs, en gros en Europe, et notamment thèse mise au goût du jour par l'écrivain identitaire français Renaud Camus. Mais l'idée du grand remplacement a toujours existé au sein de l'extrême droite. C'est donc le complot juif contre l'Europe, et l'idée de ce complot, ou en tout cas des gens qui croient à ce complot et qui élaborent ce complot, c'est eux qui l'élaborent, et pas évidemment une pseudo-internationale juive. Ce complot est le suivant, c'est les juifs qui ne sont pas européens, évidemment, les juifs sont sémites, viennent du Proche-Orient. Souvent, l'extrême droite païenne, donc non chrétienne, dénonce les religions monothéistes comme des religions du désert, venant du Moyen-Orient, du Proche-Orient, pardon, et revendique les religions des forêts, donc les religions païennes. Pour l'extrême droite, les juifs sont à la base d'un complot international qui se réfère directement au protocole de Sage de Sion, donc c'est que du recyclage systématique, et c'est l'idée de dire, mais et on le voit clairement dans la littérature d'extrême droite, d'organisations notamment aussi comme Provita, qui est une organisation de lutte contre l'IVG, la dépénalisation à l'époque de l'IVG dans les années 70, qui est une organisation dirigée par un ancien du Front de l'Est, rexiste, et composée essentiellement de militants d'extrême droite et de la fraternité Saint-Pédis, qui est le mouvement religieux de Marcel Lefebvre, donc des traditionalistes chrétiens. L'idée du complot est le suivant, c'est les Juifs organisent un complot et se contre l'Europe pour anéantir les Blancs, et le plan est machiavélique, bien entendu. Donc, qui est derrière les firmes pharmaceutiques? Les Juifs. Que font les firmes pharmaceutiques? Ils font la promotion de la contraception. Qui prend des moyens contraceptifs? Les femmes blanches. Ils font la promotion de l'avortement. Qui avorte? Les femmes blanches. On organise l'adoption d'enfants du tiers-monde, comme on disait à l'époque. Qui adopte des enfants du tiers-monde? Des blancs. Ces enfants deviennent, non pas blancs, mais deviennent européens, vont aller ensuite dans des écoles et vont se marier avec des blanches ou des blancs. Également aussi, donc c'est le mariage mixte, c'est aussi clairement mis
l'arrivée massive, ce qu'ils appellent l'arrivée massive, par des traités bilatéraux entre les pays pourvoyeurs de main-d'œuvre et les pays envoyant de la main-d'œuvre en Europe, c'est l'arrivée massive d'immigrés arabes et noirs en Europe. Alors tout ça, bien entendu, dans cette idée de complot, comme il y a une internationale, il faut aussi un courant, et on ne va pas parler de courant politique avant de dénoncer le complot judéo-bolchevique, mais ils vont parler qu'il y a, pour organiser son complot, une nouvelle religion qui a été mise en place, qui est la religion des droits de l'homisme. Un terme qui vient directement de l'extrême droite, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans la bouche d'un certain Alain de Stex, parlementaire du MR. Alors, on voit à ce moment-là une alliance entre traditionnalistes catholiques et néo-nazis au niveau de cette idée de complot. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais abréger. 1978, c'est l'affaire Forisson. Forisson n'est pas un professeur d'histoire. Donc je fais du révisionnisme, je révise ce qui a été mal dit ou mal mis en avant. C'est un professeur de littérature, mais présenté comme un professeur d'histoire, ce qui fait évidemment plus sérieux, mais c'est les stratégies des rumeurs et autres, c'est d'assurer quelque chose en disant c'est un professeur d'histoire, donc il a raison. On peut avoir raison sur l'histoire, même si on est professeur de français, mais Forisson n'est pas professeur d'histoire. Il écrit une lettre qui va être publiée dans le journal Le Monde sur la liberté des révisionnistes. Ensuite, il y aura une autre lettre qui sera publiée, mais de manière militante, par Léon Degrelle, lettre ouverte à Jean-Paul II à propos d'Auschwitz. Jean-Paul II, nouveau pape en 1979, s'apprête à visiter le camp d'extermination d'Auschwitz. Léon Degrelle lui écrit une lettre en disant grosso modo qu'il ne faut pas aller visiter Auschwitz vu que le génocide des Juifs est une escroquerie organisée en faveur de l'État d'Israël. Léon Degrelle deviendra par la suite une des références de la nouvelle génération militante. Les années 80, à nouveau, l'antisionisme est fort présent au sein de l'extrême droite. On peut voir à Bruxelles des graffitis du VMO, Vlaams Militant Ort, stop au sionisme, ou non au sionisme, mais derrière le terme sioniste, pour l'extrême droite antisémite, bien entendu, c'est non aux juifs ou dehors les juifs. Donc on va utiliser effectivement l'antisionisme comme paravent pour continuer à être antisémite. Dans les années 90, on voit une diminution du négationnisme. Un négationnisme qui avait été utilisé par les partis d'extrême droite pour dédiaboliser l'extrême droite qui était systématiquement associée au nazisme. Mais si le nazisme n'a pas commis le crime du génocide, l'association, évidemment, au diable prend moins de couleurs négatives. Mais à ce moment-là, l'extrême droite, malgré son association au nazisme, perce au niveau électoral et le négationnisme n'est plus utile. Donc les organisations et les partis d'extrême droite commencent à diminuer leur soutien aux négationnistes et il y a une marginalisation du négationnisme en Belgique comme en France et puis en 1995 en Belgique, le vote de la loi antinégationniste. Les années 2000, l'antisémitisme ne s'observe de moins en moins au sein de l'extrême droite, qui va essentiellement se mobiliser contre l'islamisation de l'Europe, la dite islamisation évidemment de l'Europe, qui constitue en partie une thèse complotiste. Il parle clairement que l'Europe est menacée par l'islamisation, que certains auteurs d'extrême droite ou proches de l'extrême droite, ou en tout cas beaucoup lus à l'extrême droite, parlent de complots notamment fomentés par les États-Unis dans le cadre d'une guerre de concurrence économique. Donc on organise la déstabilisation de l'Europe à des fins économiques dans le cadre d'une guerre mondiale sur le plan économique. Ce qu'on parle aujourd'hui par rapport à Poutine et les tentatives de déstabilisation avérées et parfois exagérées aussi, mais qui existent donc notamment au niveau des campagnes électorales. On voit effectivement cette dénonciation d'un complot islamique fomenté par les États-Unis et parfois derrière les États-Unis, on retrouve dans une certaine littérature les Juifs bien entendu. Et on voit que le danger musulman aujourd'hui mis en avant a remplacé clairement le péril juif. Les comparaisons, demain, Madame Esther, maintenant j'oublie chaque fois. Benbassa, voilà, merci, viendra en parler. Elle a déjà fait des similitudes, ou en tout cas avec des comparaisons claires et précises entre la littérature antisémite et la littérature actuelle d'extrême droite à l'égard des musulmans. Alors le danger musulman va aussi mobiliser dans l'extrême droite un courant qui va préconiser l'alliance objective nécessaire et momentanée avec les organisations sionistes. C'est notamment Guillaume Fay
qui est une figure idéologique du GRES, groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne de la nouvelle droite, qui préconise dans les années 2000, clairement il dit le danger immédiat, c'est plus les juifs, etc. En gros, c'est les musulmans, et aujourd'hui nous devons nous allier avec tous les combattants qui combattent l'islamisme, et notamment Israël, qui est cet avant-poste, comme je le disais là tout de suite. Alors vraiment pour terminer, toujours dans les années 2000, on va avoir apparaître au sein de cette extrême droite antisémite un courant issu des banlieues, constitués de jeunes maghrébins, pour la plupart qui se revendiquent de l'islam, et qui sont conduits par Dieudonné et par Alain Soral. Alain Soral qui dit qu'il a été au Parti communiste, ils ne s'en souviennent pas, ils n'arrivent même plus à retrouver sa carte de membre, mais bon, il est passé sans doute à une fête de l'humanité, bon voilà, et ils vont effectivement travailler, et je pèse mes mots, pour le compte du Front National à partir de 2006. Dieudonné va être présent à la fête des Bleus, Blancs, Rouges, de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, comme un pilier et artisan du racisme organisé en France à partir des années 70. Dieudonné s'allie avec lui avec des fausses raisons, et il y a une alliance claire et précise, et va permettre au Front National d'avoir des militants maghrébins issus des banlieues. Alors c'est vraiment un phénomène minoritaire, comme est minoritaire le Cercle national des Français juifs, qui est un cercle interne au Front National et qui regroupe des juifs membres du Front National. C'est évidemment marginal, mais c'est fort présent. Et alors juste pour terminer sur Dieudonné, Dieudonné va remettre un prix qui sera la quenelle d'or. La quenelle d'or est définie comme un symbole antisystème, mais qui va devenir vraiment un cycle, ou en tout cas un signe de ralliement de tous les antisémites d'aujourd'hui, donc d'extrême droite, nationaux catholiques, on voit des nationaux catholiques le faire aussi, mais aussi ce qu'on peut appeler cette tendance, et que je rajoute un terme, islamo-gauchiste, fasciste, donc vraiment des gens qui viennent de l'extrême gauche, qui épousent non pas les thèses, mais par stratégie, qui s'allient avec des organisations islamistes, mais qui utilisent des méthodes réellement fascistes. Et vraiment, donc pour terminer, il faudrait, et retour à l'extrême droite, c'est les révélations faites au mois de septembre par un journaliste flamand de la chaîne de télévision publique sur l'organisation Skilden and Vrienden, une organisation d'étudiants BCBG, de genre idéal, qui présentent bien, y compris sur Internet et dans leur propagande. Mais lorsqu'on va et qu'on peut effectivement être membre de leur groupe secret sur Facebook, donc réservé aux membres, et ce journaliste l'a fait, on découvre la propagande d'antan négationniste, antisémite et raciste. Et pour vraiment terminer, si j'ai cité les islamo-gauchistes fascistoïdes, si j'ai cité bien entendu l'extrême droite, il ne faudrait pas oublier qu'en 2011, dans cette honorable université, dans un cercle étudiant de Solvay, l'école de commerce, un article avec les plus horribles poncifs antisémites a été développé, a été diffusé, et toujours, évidemment, une fois que la révélation a été faite, la réponse a été de dire c'était du folklore et de l'humour, mais c'est une preuve de plus que cet antisémitisme est toujours bien présent dans plusieurs milieux, à droite extrême, comme au sein parfois de la droite classique. Merci. Voilà.